J'ai tendance à dire oui quand même, on bouge un peu plus à la campagne, non? Alors pas forcément. En campagne, on a tendance à prendre la voiture pour beaucoup de choses, pour aller faire ses courses, pour aller chez le médecin, pour aller travailler. C'est-à-dire que quand je suis en position assise, toutes les 30 minutes à 60 minutes, j'essaye de me lever, de faire quelques mouvements, de marcher un peu pour casser la sédentarité. Ça, tout le monde est à même de le faire. Bonjour Eric. Salut Olivia. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le tournage de ce podcast. Alors je vais commencer par me présenter, donc Olivia de Clinder. Je suis responsable de communication ici à l'Institut Pasteur de Lille. On tourne ces podcasts, comme tu le sais, dans le cadre des printemps de la prévention. Les printemps de la prévention cette année, c'est le thème est la santé en ruralité. Donc la ruralité, des aires médicales, mais aussi des aires de prévention. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de sédentarité, de mobilité, de prévention, enfin voilà, la santé un peu peut-être au sens large. Je te propose d'abord de te présenter. Donc moi c'est Eric Guyot, ça fait 20 ans que je travaille à l'Institut Pasteur de Lille. Je suis responsable d'un centre d'éducation en prévention santé, multithématique. Donc on aborde l'alimentation, l'activité physique, la santé mentale, la gestion du stress, le sommeil. Donc beaucoup de thématiques avec une équipe pluridisciplinaire composée de diététiciens, d'ingénieurs en nutrition, d'ingénieurs en santé publique, de neuropsychologues, d'infirmiers. Et ensemble, on mène des actions plutôt hors les murs. Quand tu parles ruralité, ça me parle aussi. On est souvent dans le domaine de la ruralité sur la région des Hauts-de-France. D'accord. On aborde la prévention et la prévention santé. D'accord. Alors, quand tu dis hors les murs, ça veut dire que en fait, vous prenez votre voiture, vous allez avec une équipe en fonction d'une thématique, d'une demande, de faire des actions de prévention directement sur le terrain? Ouais, notre activité est concentrée quand même principalement sur l'accompagnement de porteurs de projets, de professionnels, qui eux vont diffuser les messages de prévention au niveau des publics, de leur public. Des sortes d'ambassadeurs, quoi, ça. C'est des sortes d'ambassadeurs, c'est leur métier aussi. Ils ont des actions à mener dans le cadre de la prévention, généralement, mais on peut toucher aussi des ambassadeurs. Les ambassadeurs sont plutôt des bénévoles, généralement, qui sont dans les quartiers des villes, notamment, mais pas que, on en trouve aussi en ruralité, comme les médiateurs. Et leur métier, c'est effectivement d'aborder la prévention santé au niveau des populations de proximité. D'accord. Donc hors les murs, ça veut dire qu'effectivement, on sort de l'Institut Pasteur de Lille, on va sur les 5 départements de la région des Hauts-de-France, et on cible avec les partenaires institutionnels les secteurs les plus prioritaires. Par exemple, le bassin minier, c'est un secteur prioritaire en termes de prévention santé, et on accompagne les structures de ces territoires pour améliorer la santé des populations sur différents items, comme j'ai pu les citer tout à l'heure. D'accord, donc dans quelle sorte de structure tu vas? Dans les centres sociaux, des écoles, peut-être des EHPAD? Alors c'est très diversifié, on touche les enfants du petit âge jusqu'aux seniors très avancés en EHPAD. Donc on a effectivement des interventions souvent dans les centres sociaux, les collectivités, les CCAS, les missions locales, mais aussi les EHPAD. Et aujourd'hui on est un peu plus dans l'accompagnement des seniors, mais à domicile. Donc en lien avec les SIAD, les SAD, entre autres, qui font du soin à domicile. Et on apporte la prévention directement au domicile des seniors. On a constitué des outils pédagogiques. On a une équipe qui constitue beaucoup d'outils pédagogiques sur différentes tranches d'âge. Et pour les seniors, on a constitué un outil qui s'appelle Mes rendez-vous actifs. C'est un calendrier. Et chaque jour, le senior a un défi à réaliser sur différentes thématiques. Et le professionnel qui va à domicile est en lien avec ce calendrier. Donc ensemble, ils peuvent parler de prévention, de voir les messages qui sont passés ou les changements de comportement. Par exemple, ça peut être un défi, buvez 5 verres d'eau dans la journée. Voilà, un défi simple, réalisable. Et ça, c'est quelque chose d'important en termes de prévention santé, de bien s'hydrater. Et les seniors à domicile ont tendance à ne pas s'hydrater suffisamment. Ok, donc on n'est pas sur du message descendant avec une formation théorique et descendante donnée par exemple à un médiateur. On est plutôt sur la mise à disposition d'outils ludiques intéressants, sympas à faire pour donner envie de le restituer, c'est ça? Il y a différentes formes. On peut avoir des outils directement au niveau des populations, comme les seniors à domicile par exemple. Donc c'est l'outil du senior, mais que le professionnel peut aussi regarder et
échanger sur les habitudes qui ont été mises en place ou les nouveaux défis. Par contre, on a des outils pédagogiques à destination des professionnels. Par contre, là, dans ce cadre-là, il est important d'avoir la connaissance derrière pour animer l'outil. Donc, on fait des formations. Donc, on a un accompagnement personnalisé des porteurs de projets où on les monte en connaissances et en compétences sur les domaines de la nutrition notamment, mais pas que. On parle de santé globale aussi. Et là, c'est important que ces professionnels aient les bons messages, les bonnes représentations pour éviter de donner des messages qui ne sont pas compatibles avec les recommandations nationales. D'accord. Et tu parlais juste avant de changement d'habitude de vie. Ça, c'est quelque chose qui est important en prévention santé, les habitudes de vie? C'est primordial. Quand on parle de sédentarité, par exemple, c'est la position assise. On est tous les deux en position sédentaire. Donc, on est en position assise. Et l'idée, c'est effectivement de se lever toutes les 30 minutes à 1 heure. D'accord. Quelques minutes, faire des mouvements, bouger simplement, aller chercher un verre d'eau, par exemple. Casser la sédentarité. Casser la sédentarité, c'est le mouvement qui casse la sédentarité. La sédentarité amène des effets délétères sur la santé, des troubles digestifs, des troubles cardiovasculaires, des troubles musculaires, des troubles articulaires. Donc plus on va lutter contre cette sédentarité, mieux ce sera en termes de santé. Donc c'est important effectivement de travailler sur ces axes-là et on va donner des outils qui vont permettre d'aborder ces messages de façon ludique, de façon dynamique, de façon à être aussi acteur de sa santé. Et c'est par ce biais-là qu'on change les habitudes de vie. Si on n'a que des messages descendants, ça ne fonctionne pas. Les études ont démontré que ce qui fonctionne, c'est apport théorique, apport pratique et rendre acteur la personne tout en ayant un contexte un peu ludique dans l'animation. Sans être forcément dans l'injonction. Tout à fait. Je pense que plus on est dans l'injonction, enfin, si ça me concerne, moi, si on me dit il faut pas faire ça sans y mettre du sens derrière, j'ai pas trop envie de le faire ou je me sens jugée. Donc, je vais préférer effectivement des messages peut-être qui porteraient un peu plus de sens, quoi. Oui, c'est ça. Il y a une époque, on nous disait il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut marcher 30 minutes par jour. C'est plutôt contre-productif. L'idée, c'est de dire on tend vers. On tend vers une amélioration. Si on ne marche pas du tout et qu'on fait 5 minutes dans sa journée, j'exagère un peu, mais c'est déjà favorable. Oui, d'accord. C'est comme le verre d'eau, si on n'en prend pas du tout et qu'on décide d'en boire 2 dans la journée, c'est mieux que 0. On tend vers les recommandations. Donc on est plutôt dans ce concept-là, on limite et on tend vers une amélioration par rapport aux différentes recommandations pour changer les habitudes de vie. Mais chacun va choisir son rythme. Certaines personnes vont peut-être aller plus vite que d'autres et certaines personnes vont peut-être avoir plusieurs thèmes en même temps. Quand on choisit d'arrêter le tabac, par exemple, c'est quand même un sacré challenge. Et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Et par moments, on ne peut pas changer cette habitude-là et en plus changer une habitude alimentaire. Donc il faut choisir ses cibles, ses priorités et aller progressivement à son rythme pour avoir du résultat au niveau de sa santé. D'accord. Et justement, parler de sédentarité, on est là pour parler de la santé en ruralité. Est-ce que, déjà, quelle différence on fait entre sédentarité, activité physique, mobilité? Est-ce qu'il y a des différences dans tout ça? Exactement, il y a beaucoup de différences dans ces termes qui parfois ne sont pas connus, donc c'est pour ça que la formation, l'accompagnement en montant en connaissance est important pour bien connaître ces termes et connaître les représentations et les recommandations qui vont avec ces termes. Quand on parle de sédentarité, on le disait tout à l'heure, c'est la position assise. On n'a pas encore changé de position depuis tout à l'heure. Donc position assise, sédentarité, inactivité physique, c'est qu'on ne bouge pas suffisamment. Voilà. Donc inactivité physique, par exemple, je choisis de prendre l'ascenseur plutôt que les escaliers. Je suis dans une posture insuffisamment active, inactive. Je ne suis pas assis, mais j'ai peu de dépenses énergétiques, je ne mobilise pas trop mon corps. Voilà, donc ça, c'est l'inactivité et la sédentarité. Ensuite, l'enjeu, c'est d'augmenter son activité physique. L'activité physique, c'est tout ce qu'on fait dans son quotidien. Du matin, monter les escaliers, jusqu'au soir, au moment du coucher, tout ce qui sera fait sur cette période de la journée sera favorable en termes d'activité physique. Ça veut dire des tâches ménagères, ça veut dire aussi aller au jardin, ça peut être conduire les enfants à l'école à pied, promener le chien. Ça peut être promener les chiens, ça peut être monter les escaliers comme tu le disais. Donc tout ce qu'on va faire dans la journée va être cumulé. À la fin de la journée, on essaye de tendre vers les recommandations. Alors pour le quotidien, on va parler d'un nombre de pas.
alors c'est un repère plus qu'une recommandation, on va essayer de se tourner vers 7000 pas et plus dans la journée. Okay. Donc tous les pas comptent, les plus petits, les plus rapides, les plus longs, peu importe. Tout ce qu'on va faire en sa journée va être cumulé et c'est ce qui va apporter des bénéfices plus ou moins importants sur sa santé. Okay. Donc ça, c'est l'activité physique. Quand on parle d'exercice physique, dans les recommandations, par exemple, la marche 30 minutes dans sa journée, fractionnée ou pas, c'est un exercice physique cardio-respiratoire. Okay. Donc là, on va parler d'une certaine intensité. L'idée, c'est de faire fonctionner son corps sur une intensité qu'on va appeler modérée. Je ne suis pas essoufflé, par exemple, pour la marche, mais je respire un peu plus fort que normalement. Donc ma conversation, elle va être hachée. Donc là, je suis simplement dans un repère où je peux identifier l'intensité modérée sur de la marche. Donc on peut fractionner en 3 fois 15 minutes ou faire 30 minutes d'affilée. Chacun va choisir sa façon de pratiquer. Donc les repères sont aussi sous forme d'exercice physique, autant sur la souplesse, on parlait des seniors tout à l'heure, quand on avance dans l'âge, une des capacités qui diminue, c'est l'équilibre. Et quand on perd l'équilibre, ce qui arrive, c'est la chute. Et quand on tombe, on se blesse. Quand on se blesse, on bouge moins. Quand on bouge moins, on perd de la masse musculaire, etc. C'est une spirale assez négative qui amène à la sédentarité, donc les positions assises, parce que je ne me sens plus en capacité de bouger. Et alors, mais si on parle du milieu rural, on bouge plus à la campagne? Alors, à ton avis, est-ce qu'on bouge plus à la campagne par rapport au milieu urbain? Oui, j'ai tendance à dire oui quand même, on bouge un peu plus à la campagne, non? Alors, pas forcément. Okay. En campagne, on a tendance à prendre la voiture pour beaucoup de choses, pour aller faire ses courses, pour aller chez le médecin, pour aller travailler. Oui, c'est vrai, on n'a pas tout à proximité. On n'a pas tout à proximité. Ouais, okay. Donc, on va avoir des loisirs qui sont différents du milieu rural. Ouais. Par exemple, le jardinage, c'est plus facilement une activité qu'on fait en milieu rural qu'en milieu urbain. Par contre, les déplacements, la mobilité, on parlait de mobilité, elle est quand même plutôt orientée véhicule, donc voiture, car il y a moins de transport collectif qu'en ville. C'est vrai. Donc en ville, on a tendance à marcher beaucoup plus quand même, pour aller chercher son métro, son bus, ou bien pour aller faire des courses ou aller travailler. Qu'en campagne, on va plutôt prendre son véhicule pour se déplacer. Et quand on est dans une voiture, comment on est? On est sédentaire. On est sédentaire parce qu'on est en position assise. Voilà. Donc le pire, c'est que quand on habite en milieu rural et qu'on travaille en milieu urbain, on a tendance à prendre des transports assis, sa voiture, ou alors des longs trajets en train, par exemple. Et quand on est en milieu urbain, on a un travail qui est quand même beaucoup plus assis qu'en milieu rural. Voilà, donc c'est double peine. On a une peine de sédentarité dans son déplacement et on a une peine de sédentarité aussi dans son travail. C'est pas le cas dans tous les métiers, mais quand on reprend un petit peu l'ensemble des activités, on a quand même des activités un petit peu plus sédentaires en milieu urbain. Et puis si on est en milieu rural, donc on prend la voiture, on va travailler en milieu urbain, on fait tout pareil dans l'autre sens, on est sédentaire quasi toute la journée si on travaille dans un bureau, on fait tout dans l'autre sens, on arrive le soir, on est rincé alors qu'on est resté assis toute la journée, on fait quoi? On fait plus rien, on va manger, on regarde la télé et rebelote le lendemain, quoi. Oui, c'est pas une fatigue physique, c'est pire, c'est une fatigue mentale, psychologique, et donc là, on n'a pas envie, on parle de l'envie, d'envie de bouger. Quand on est vraiment très fatigué, parce qu'on a eu beaucoup d'heures de transport, parce qu'on a passé en position assise toute sa journée devant son écran, il y a une fatigue psychologique qui s'installe. Et là, on n'a plus trop envie de rechausser ses baskets pour aller faire le tour du quartier en milieu rural. Bon, après, c'est aussi une notion de saison. Quand on est dans les saisons hivernales, la saison hivernale, les jours sont courts, le temps est moins beau, donc ça favorise pas forcément les activités extérieures. Voilà, là on est dans une période où les jours sont un peu plus longs, donc on rentre au domicile, on va peut-être plus facilement aller promener son chien, aller faire une balade en vélo, ou pratiquer un sport ou un exercice physique. Voilà, donc il faut adapter ces saisons aux activités. Par exemple, la piscine, c'est très bien l'hiver. Voilà, on est en milieu fermé, il n'y a pas d'excuse au mauvais temps, et là on peut pratiquer ces activités. Voilà, le vélo c'est un peu plus complexe où il faut être très bien équipé.
Maintenant, tu parlais de ruralité, de une modalité de déplacement. On a nos amis en Belgique et en Hollande qui utilisent énormément la bicyclette à toutes les périodes de l'année, toutes les saisons. Oui, je pense que c'est aussi une question notion de culture, d'habitude. Voilà, on prend son vélo pour aller à l'école, on prend son vélo pour aller travailler, peu importe le temps, et on peut faire des distances relativement longues. Il y a les habitudes, mais au-delà de ça, il y a aussi l'urbanisation qui a été travaillée pour favoriser les modalités de déplacement, donc les déplacements actifs, donc à pied et surtout en vélo pour nos amis belges et hollandais. Alors on commence ici sur l'île notamment à avoir les pistes cyclables qui sont adaptées à l'urbanisme, et donc ça va favoriser les mobilités actives et douces. En milieu rural, il y a pas forcément tout le temps des pistes cyclables pour aller travailler ou faire ses courses. Donc ça peut être un peu dangereux. À une époque, quand on était plus jeune, aller à l'école à pied ou en vélo, faire 1 kilomètre à pied ou 4 kilomètres en vélo, c'était normal. Oui, on a connu ça. On a connu ça, oui. Et aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui est plus complexe. Les parents ont peur de laisser partir les enfants à l'école seuls, mais c'est pas une bonne solution parce qu'ils ne seront pas armés, et quand ils arrivent au collège, généralement ils demandent d'avoir plus d'autonomie pour aller au collège, mais aussi pour aller à la salle de sport ou aller voir les copains et les copines, et quand on n'est pas préparé, il peut avoir des risques d'accident. Donc la surprotection n'est pas forcément favorable, au mouvement, et 2, à la sécurité routière. Donc dans l'idéal, c'est effectivement un travail d'urbanisation, et ça ce sont les collectivités qui doivent y travailler, avec les associations, mais aussi les habitants des communes, et d'autre part c'est changer aussi ses habitudes en termes de comportement, faire confiance aux enfants, les accompagner peut-être, aussi prendre le temps de faire les choses. Aujourd'hui on ne prend plus assez de temps, le temps de faire les choses, donc accompagner ses enfants pour leur démontrer que c'est réalisable, pour aussi se sécuriser soi en disant tout compte fait, ils roulent bien, ils savent utiliser un frein, changer leur vitesse, s'arrêter à un stop, pour qu'après ils soient autonomes et aller pratiquer seuls sur leur mode de déplacement. Donc ça c'est par exemple un des premiers conseils que tu pourrais donner, c'est justement accompagner les enfants et inciter les parents à un petit peu plus d'autonomie dans la mobilité. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme autre conseil? Par exemple, si moi j'habite à la campagne, je fais je sais pas 3 quarts d'heure, 1 heure de route en transport, que ce soit en voiture ou en train, mais je serai sédentaire, j'arrive au bureau, je suis quasi sédentaire toute la journée, je refais tout dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil pour casser la sédentarité ou pour faire mes 30 minutes d'activité, de mobilité par jour? Alors, il y a 2 choses à ne pas confondre. Donc les 30 minutes, c'est sous forme d'exercice, c'est la recommandation. C'est vrai. Donc ça, c'est une chose. Après, l'activité du quotidien, c'est là où on va travailler pour casser la sédentarité. C'est-à-dire que quand je suis en position assise, toutes les 30 minutes à 60 minutes, j'essaye de me lever, de faire quelques mouvements, de marcher un peu, pour casser la sédentarité. Ça, tout le monde est à même de le faire. Et aujourd'hui, dans les entreprises, c'est un enjeu de santé publique de limiter la sédentarité, parce que ça amène beaucoup de problématiques de santé, des effets délétères, comme je les ai cités tout à l'heure. Donc aujourd'hui, dans les entreprises, par exemple, les fontaines à eau, les imprimantes, les poubelles, elles sont centralisées. Donc, pour devoir se lever pour aller chercher ce qu'on a imprimé. C'est exactement ça. Donc on parle d'habitudes qui ont évolué dans le monde du travail. C'est pas embêter les salariés à ne plus mettre de poubelles à côté de leur bureau, mais c'est aussi pour prévenir leur santé et leurs problématiques de santé, de les faire lever pour aller profiter de la fontaine à eau, s'hydrater en même temps, mais en même temps peut-être aller faire une photocopie, rencontrer des collègues autrement que par mail. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc là, pour lutter contre la sédentarité, c'est le mouvement, et je casse toutes les 30 minutes à 60 minutes ma position assise. Voilà. Pour l'exercice physique, on peut le fractionner. Si tu viens en train, par exemple, tu as 45 minutes de train et tu as peut-être 1 quart d'heure à pied pour venir ici, et ce quart d'heure à pied, tu peux le faire d'un pas un peu plus rapide. Et si tu fais ça le matin et le soir, tu as tes 30 minutes d'activité d'intensité modérée. Donc, dans ton quotidien, tu peux intégrer aussi de l'exercice, notamment par les mobilités douces, comme la marche. Ok. Et qu'est-ce que, si je le fais pas, quel est le problème, quel est le risque? Alors le risque, il apparaît pas tout de suite.
C'est un peu vicieux c'est ça qui, quand même. Du coup, c'est vicieux. Oui, voilà, ça arrive progressivement et donc les pathologies peuvent s'installer progressivement. Je te parlais tout à l'heure de troubles digestifs, de troubles cardio-respiratoires, de troubles musculaires, de troubles articulaires. Voilà, généralement, on a tendance quand même à perdre un peu sa ceinture abdominale. Quand on est très longtemps en position assise, on relâche la tension musculaire et donc forcément, on perd un peu du muscle et on perd sa ceinture abdominale. Quand on est moins gainé, ça peut entraîner des perturbations dans les mouvements. Voilà, ça peut entraîner des blessures aussi. Ensuite, ce qui va arriver, c'est problématique au niveau des dorsaux, des épaules, du cou. Voilà, ça peut engendrer des troubles musculo-squelettiques, comme au niveau des poignets. Donc la position assise, quand elle est maintenue dans le temps, elle va pénaliser en fait la santé par ces premières approches qui sont les troubles musculaires, relâchement de la ceinture abdominale entre autres. Là tu vois par exemple j'ai croisé mes jambes, c'est pas bon du tout. D'accord. Donc je vais les enlever. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand on croise ses jambes, c'est souvent du même côté et ça met une pression au niveau artériel. Et ça c'est pas bon non plus au niveau cardio et respiratoire aussi quoi. Donc il peut avoir tous ces phénomènes qui vont arriver progressivement, qui vont s'installer jusqu'à une problématique qui va être reconnue comme une maladie. Donc attention à ça. D'accord. Est-ce que tu as d'autres préconisations, d'autres conseils ? Parce que par exemple, on pense en milieu rural, on peut être amené à se dire qu'ils sont peut-être plus en circuit court, on mange mieux. Quand on habite à la campagne, est-ce que ça, c'est des choses que tu as pu observer dans le cadre de tes interventions ? Oui, exactement. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, en ruralité, il y a plus facilement des jardins déjà. Oui. Donc, bien que c'est une culture qui se perd un peu, nos anciens avaient tous un jardin. Mais j'ai l'impression que ça revient. Aujourd'hui, ça s'est perdu quand même un peu, mais ça revient dans les... Alors, pas le jardin personnel, mais plutôt les jardins partagés. Voilà, où on partage l'expérience aussi de planter, de récolter, de semer, etc. Donc ça revient effectivement en milieu urbain et en milieu rural, mais plus fortement développé en milieu rural. Donc les circuits courts, oui, on les a. Moi, j'habite en milieu rural. Je vais régulièrement au niveau des fermes pour m'approvisionner en légumes ou en fruits. Ils font aujourd'hui des paniers garnis où tu as des légumes, des fruits, etc. et des produits frais. Voilà, et donc intéressant au niveau du prix, d'une part, et intéressant par la fraîcheur des produits. Tu sais la provenance et ça c'est vraiment intéressant. On parle aujourd'hui beaucoup de pollution et quand on doit faire venir ces fruits à 5000 km d'ici alors qu'on les a peut-être au bout de sa rue, voilà, la question elle se pose plus vraiment. Voilà, donc il faut opter pour des produits de saison, pour les circuits courts, c'est beaucoup mieux pour la planète, mais aussi c'est beaucoup mieux pour sa santé. Oui, justement, on a un podcast hier avec des chercheurs où on parlait d'environnement, on parlait de One Health. Je sais que toi t'en parles aussi quand même pas mal, une seule santé, l'impact de l'environnement sur notre santé, et puis qu'après c'est un cercle vertueux, et plutôt installer un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux. Mais j'imagine que et toi tu on en a déjà parlé, où tu travailles vraiment la santé dans sa globalité. On parle pas que, je veux dire, si je suis pas sédentaire, tant mieux, mais si en même temps à côté je fais que mal manger, c'est peut-être pas le top. Et je pense qu'il y a aussi peut-être un cercle intéressant qui s'installe, c'est-à-dire que si je bouge mieux, j'ai peut-être envie de manger mieux. Je suis moins fatiguée, donc je vais peut-être moins m'alimenter de façon grasse ou riche en sucre, etc. Ça, c'est vrai, ça, c'est prouvé. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui se passent chez moi qui font que j'ai envie de me retourner plutôt vers des fruits, des légumes, et qu'après, il y a un cercle sympa qui s'installe ? Oui, tout à fait. Donc on parle de spirale positive ou négative. Voilà, quand on commence à mettre un pied dans la spirale positive, par rapport à une thématique, par exemple l'activité physique, ça va t'amener peut-être à te dire, je vais peut-être manger un petit peu mieux aussi parce que je fais attention à ça. Alors je le disais aussi tout à l'heure, on ne peut pas tout changer en même temps. Oui. Voilà, donc l'erreur à faire, c'est de se dire, je vais tout modifier. Il faut y aller étape par étape et choisir quelle porte on va prendre d'abord. D'accord. Donc, prendre une porte où ça nous semble plus facile, c'est mieux. Et ensuite, ça va amener cette spirale positive qui vont amener des changements comportementaux dans d'autres thématiques. Par exemple, mieux aérer sa maison pour lutter contre l'humidité, pour renouveler l'air intérieur, peut-être limiter les bougies, etc. Donc on parle d'exposition.
Tu parlais de One Health tout à l'heure, la santé unique. Nous, on va parler de One Health, mais on va d'abord mettre l'humain au cœur de tout ça. Et on va parler d'Exposome. Voilà, c'est quelles sont les expositions de l'homme aujourd'hui en milieu rural, en milieu urbain, sur le littoral. On a des expositions qui peuvent être différentes. Oui. Et on s'intéresse à l'Institut Pasteur de Lille à l'Exposome. Donc l'humain autour de ces expositions. Quand on parle d'exposition, tout de suite on pense à exposition négative. Mais il y a des expositions positives. Par exemple, si on va marcher dans un parc, c'est plutôt favorable pour la gestion du stress, pour avoir peut-être une meilleure qualité d'air, pour rencontrer des personnes, le côté social. Quand on marche, le lien social, c'est important aussi. Le lien social, c'est indispensable. Ça fait partie des recommandations. Voilà, avoir une santé, c'est santé physique, mentale et sociale. Donc ça c'est défini par l'OMS. Et donc on joue sur ces différents paramètres pour aborder la santé unique. Alors on va moins s'occuper, parce que c'est pas notre rôle de s'occuper des animaux et en même temps de la terre. On est concerné, bien entendu, mais on va se concentrer sur l'humain. Sur ton travail, c'est ça. Oui. Voilà, et les expositions qu'on a autour de chez soi. Voilà, donc les expositions positives, je le disais, marcher dans un parc, dans une forêt, ou juste avoir de chez soi, ça c'est le concept des 3-30-300, donc avoir de chez soi une vue sur 3 arbres adultes, habiter dans un quartier à 30% végétalisé et avoir à 300 mètres un espace vert, par exemple un parc ou une forêt. Et ça, ce concept, on a démontré que quand on est dans ce concept de D3-300, eh ben, on a une meilleure santé physique, on a une meilleure santé mentale. Et c'est l'urbanisme qui va jouer là-dessus. Aujourd'hui, dans les collectivités, ben, ce concept est souvent utilisé pour réaménager les quartiers. D'accord, ok. Et si j'habite pas dans un endroit favorable, justement, j'ai pas la vue sur 3 arbres, est-ce que chez moi je peux, enfin l'impact par exemple des plantes vertes, ou déjà rien que de visuellement, ça peut avoir un impact, ça ? Oui, le vert apaise déjà. Oui, d'accord, ok. Donc avoir des plantes déjà chez soi, c'est plutôt favorable. Puis il y a des plantes qui travaillent aussi l'air ambiant intérieur. Donc c'est assez favorable. Ça remplace pas un arbre extérieur, bien entendu, mais c'est déjà une étape importante. Quand on ne peut pas faire autrement, eh ben, c'est plutôt positif. Donc avoir des plantes chez soi, ça permet aussi d'entretenir le lien avec la nature. Parce qu'il faut les arroser, les plantes. Il y a certaines personnes qui parlent à leurs plantes aussi. Donc quand on parle de rupture sociale, avoir un animal à la maison ou des plantes, ça peut déjà permettre de travailler ce côté relations humaines, animaux, plantes, concept One Health. Ouais, ok. Peut-être pour conclure, parler ensemble des actions qu'on met en place, enfin que vous mettez en place dans les centres de loisirs ou dans les écoles. Donc là, typiquement, on est dans l'allée vert, il y a des actions qui sont mises en place. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Oui, on est dans le cadre des printemps de la prévention sur la thématique de la ruralité. Alors, on fait des actions hors les murs, comme on le disait tout à l'heure, et on a un outil pédagogique qui s'appelle le Flashform Bien-être. Donc c'est un parcours d'orientation avec des QR codes, donc des balises en QR code et des contenus qui passent des messages de prévention santé, mais d'une façon ludique. Alors c'est un parcours d'orientation, ce qui veut dire que c'est qu'on marche pour trouver les balises. Donc sans s'en rendre compte. On lutte contre la sédentarité d'une part, mais on fait de l'activité physique. Donc ça c'est intéressant quand on fait une fin de parcours de dire vous avez fait autant de pas sur le parcours. Donc, et c'est des fois flagrant parce qu'on ne se rend pas compte qu'on marche vu qu'on fait une autre activité. Oui, c'est vrai. Donc on va dans les écoles et les centres de loisirs, entre autres. C'est quel âge Alors on touche principalement les 9-12 ans. D'accord. Voilà. Pour les centres de loisirs ou les écoles, c'est plutôt les CM1, CM2, voire les 6e sur certains établissements, où on va aborder ces notions de prévention santé par le jeu. Et le parcours d'orientation, ça se travaille en équipe. Voilà, donc ce sont des petites équipes de 5 à 8 personnes, et chacun a un rôle dans l'équipe. Certains travaillent la cartographie, parce qu'il faut trouver des balises sur une carte, donc il faut se repérer sur la cartographie, et ça c'est intéressant pour les enseignants, de se dire tout compte fait, on travaille aussi une matière qu'on voit à l'école,
mais d'une façon pratique. D'autre part, il faut réfléchir aux énigmes, aux défis qui sont sur chaque balise. Et donc, c'est la dynamique de groupe. On rend acteurs les jeunes pour trouver des réponses. Une fois qu'ils ont fait l'ensemble des balises, on fait un retour commun. Voilà, pour aborder les réponses avec les jeunes et échanger aussi sur leur représentation. Donc on peut parler d'hygiène bucco-dentaire, on peut parler de mobilité, on peut parler d'environnement, on peut parler de prévention santé. Donc c'est très large, les domaines sont très larges et on fait une petite collation à la fin pour aborder aussi le côté collation mais durable. Oui. Voilà, on va éviter le paquet de chips et le soda, on va plutôt mettre des fruits par exemple, fruits secs ou fruits frais. Pour rester cohérent. Pour rester cohérent et puis aussi pour faire découvrir peut-être à certains jeunes certains produits qu'ils ne connaissent pas. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et donc c'est plutôt favorable et on utilise de l'eau bien sûr en termes d'hydratation et on s'aperçoit que les jeunes ont tendance quand même à s'approprier facilement les messages et à les faire passer à leurs parents. Oui. Voilà. Et donc il y a une dynamique qui s'installe, une spirale plutôt positive au niveau au sein familial qui permettra de changer des habitudes alimentaires, qui permettra de changer des habitudes de mobilité. Et en ruralité, on a souvent des acteurs qui viennent aussi en complément. Tu parlais tout à l'heure de circuits courts. On peut faire appel à un producteur local qui va nous présenter ses cultures lors d'une balise qui aura un lien avec l'alimentation par exemple. Ça peut être un jardin partagé aussi. Où il y a un jardinier qui présentera sa culture et qui expliquera comment on va semer suivant les saisons, etc. Ça peut être le boucher local qui va expliquer un petit peu l'approvisionnement. Donc c'est intéressant de valoriser aussi sur la commune les structures, les établissements ou les bénévoles d'associations qui sont présents pour faire vivre cette commune et en même temps faire passer des messages de prévention et d'habitudes saines au niveau des enfants. D'accord, c'est hyper intéressant parce que je pense que peu de personnes savent ce qu'on fait à l'Institut Pasteur de Lille sur ce pied prévention que toi, ton équipe, vous alliez justement hors les murs et vers la population pour les aider dans l'éducation santé. Et puis, avec ce rôle d'ambassadeur, de médiateur qui font passer des messages, je pense que ça multiplie encore plus l'impact. Donc ça, c'est super intéressant. Comment tu interviens est-ce qu'il y a c'est quoi, c'est des appels, des réponses à appels à projets, il y a un demandeur. Si par exemple je suis une association et que j'aimerais avoir de la prévention santé par de l'éducation ou du jeu comme tu fais, comment est-ce que je fais ? Alors, on a justement mis à jour le site internet de l'Institut Pasteur de Lille. Par le biais du site internet de l'Institut Pasteur de Lille, on peut poser des questions, on peut avoir de l'information et on peut aussi faire des demandes. Donc, il est possible de faire une demande d'intervention sur une thématique bien précise. Et nous, on prend en compte ces demandes et on répond aux personnes, aux structures qui font ces demandes afin de réaliser une action suivant leurs moyens, parce qu'on est un établissement privé d'utilité publique, donc on a besoin de moyens pour intervenir. Donc ça c'est tout à fait possible par le biais du site internet, ou alors on peut passer directement par notre service, donc le centre d'éducation prévention santé, pour faire ces demandes. D'accord, ok. Voilà. Après on est opérateur régional pour l'ARS, donc on va dans les 5 départements de la région, et je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure. L'image de Pasteur, elle est surtout sur la recherche. Voilà, quand on va, que ce soit dans le Nord ou en Picardie, on nous demande souvent si on vient pour faire de la recherche ou de la vaccination. La vaccination, c'est de la prévention quand même. Donc on les rassure, on ne vient pas vacciner, on vient mener une action de prévention, d'éducation à la santé. Et c'est vrai que peu de structures aujourd'hui savent qu'on fait de la prévention à l'Institut Pasteur de Lille. Donc il est bien de passer les messages, mais au plus près des populations. Donc dans le aller vers, aller en ruralité, c'est indispensable dans les petites communes de 300 habitants pour passer certains messages. Voilà, dans les communautés de communes aussi, c'est autre chose. De travailler sur les dynamiques locales. Voilà. Et c'est même indispensable d'expliquer qu'on fait de la prévention et de les aider dans leur démarche préventive pour que la population ait une meilleure santé.
C'est très clair, j'ai recroisé les jambes. Merci Eric, merci pour tous ces messages, tous ces astuces, ces bons tuyaux pour améliorer notre santé. Merci aussi de nous avoir fait part de ton métier parce que du coup c'est très intéressant comme tu le disais, de découvrir ce qu'on fait ici à l'Institut Pasteur de Lille. Un grand merci pour tout ça, d'avoir accepté notre invitation. Merci Olivia. À bientôt. Bonne journée à toi.